Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Elle ne s'imaginait sans doute pas arriver à ce poste un jour. Et pourtant, aujourd'hui, elle est la seule et unique femme à diriger une station de ski dans les Pyrénées. Entreprise particulière, dépendante des saisons et du temps, comment se gère une station de sport d'hiver ? La réponse de Blandine Vernardet, directrice de la station de Piau-en-Galie. Bonjour à vous et bienvenue, Blandine Vernardet. Bonjour. Dans le goût d'entreprendre. Donc vous êtes la directrice de Piau-en-Galie, une des plus célèbres stations du département des Hautes-Pyrénées. Tout récemment, vous faites partie du groupe NPI qui regroupe une dizaine de stations partenaires du même département. 8 stations. 8 stations, autant pour moi, merci de le préciser. Donc directrice d'une station comme Piau-en-Galie, ça représente quelque chose. Et puis, comme je l'ai dit dans ma présentation, au départ, ce n'était pas forcément le but de votre carrière. Je m'explique, parce qu'au début, vous avez commencé niveau études diplômé de Sciences Po Paris, DEA de sociologie. Et ensuite, vous avez commencé votre carrière dans la communication sportive qui vous a transporté jusqu'à Salt Lake City en 2002 pour les Jeux Olympiques, entre autres. Et finalement, en 2006, vous retournez dans cette vallée des Hautes-Pyrénées où vous continuez à faire de la communication, du marketing pour cette station de Piau-en-Galie. Et c'est en fait, de fil en aiguille, vous arrivez à ce poste-là. Mais est-ce que vous vous y attendiez vraiment à cette époque ? Non, pas du tout. C'est vrai que si on m'avait dit qu'un jour je serais directrice de la station de Piau-en-Galie, j'aurais plutôt parié le contraire, puisque, vous l'avez dit, mon parcours ne me destinait pas à ce type de métier. Et c'est vrai que les choses se sont faites plutôt par hasard. J'allais dire guidée à la fois par un amour de la montagne, et c'est ce qui, après avoir travaillé plusieurs années à Paris, m'a conduit avec mon conjoint à se dire qu'on cherchait à retourner plutôt au vert. Et puis voilà, le hasard a fait que j'ai pu être recrutée à Piau-en-Galie sur un poste de direction des activités touristiques. Donc dans un premier temps. C'était une vallée des Pyrénées que vous connaissiez d'abord, ou c'était vraiment un départ vers l'inconnu ? On connaissait les Pyrénées pour l'avoir pratiqué en tant que randonneur, mais l'été. Et j'avoue qu'étant originaire de Bourgogne, le ski chez nous, c'était plutôt dans les Alpes. Maintenant, c'était une région qu'on appréciait beaucoup et qu'on avait pratiquée de façon estivale. Donc, le hasard a fait que ce poste-là me ramenait vers des endroits qu'on avait pratiqués en tant que touriste, mais que je ne connaissais pas plus que ça. Parce que vous, après, ce qu'il faut préciser sur votre personnalité, ce qui vous a motivé jusqu'à aujourd'hui, c'est cette passion de la montagne, la passion des sports d'hiver, mais pas seulement, de la randonnée aussi en été, mais aussi la passion des voyages, parce qu'avec votre conjoint, vous avez fait un voyage assez impressionnant. Je m'explique, c'est une année sabbatique, quasiment autour du monde, plus précisément autour du continent asiatique. Et je suppose que ce voyage-là que vous avez fait quasiment à pied ou en transport, ça a été quelque chose vraiment de formateur pour vous maintenant en tant que femme chef d'entreprise. Oui, c'est vrai que c'était une expérience qui est venue, j'allais dire, qui a été un peu la rupture entre ma carrière dans le monde de la communication et puis cette arrivée dans les Pyrénées. C'était l'aboutissement d'un projet personnel, ou en tout cas d'un projet à deux. Et c'est vrai qu'avec le recul, finalement, ça m'a permis, notamment dans des situations parfois un petit peu compliquées, d'avoir la capacité à prendre du recul sur les choses. Et je pense que, comme toujours, quand on s'éloigne un peu du quotidien, qu'on arrive à se détacher un peu des choses, de voir, découvrir les autres, ça permet après d'appréhender dans les situations concrètes du quotidien les choses de façon différente et peut-être plus sereinement. Donc c'est vrai que maintenant ça date un peu, mais c'est une expérience qui m'a vraiment aidée, et notamment avec cette arrivée dans les Pyrénées qui était un peu le grand saut dans un milieu que je ne connaissais pas. Et c'était une façon de se nourrir un peu et puis d'avancer que de se retourner vers cette expérience-là. Un grand saut que vous avez fait à votre conjoint, car il vous a suivi également. Et pour venir sur votre gestion maintenant actuelle de la station de Piau-en-Galie, donc cette station, elle a 38 pistes, donc assez variées, ouvertes comme la plupart des stations au public de tout niveau, pour des petits skieurs de 3-4 ans jusqu'à des skieurs un peu plus confirmés. Il y a également, ce qui est intéressant là, c'est pas forcément de présenter la station, car nos auditeurs la connaissent, pour ne pas y être allés, ils la connaissent sûrement de réputation.
Là, ce qu'on voulait savoir, c'est comment marchent les coulisses d'une station. C'est-à-dire, par exemple, je suis un skieur, je vais passer une journée à skier chez vous. Ça implique le travail et l'énergie de combien de personnes? Alors, tout départ, il faut préciser que ça vit au fil des saisons, que en place permanente, vous avez une trentaine de salariés. C'est ça, 36 permanents. 36 permanents, mais par contre, pendant la saison pleine, la saison d'hiver, le chiffre peut monter jusqu'à une centaine, parce que vous embauchez bien sûr des saisonniers de tout niveau. Tout à fait. Donc c'est vrai que le fonctionnement d'une station de sport d'hiver, c'est un peu, j'allais dire, à l'image d'un grand orchestre, où vous avez chaque corps d'instrument qui joue sa partition et sur laquelle il faut être parfaitement coordonné pour que le résultat auprès du client soit parfait. En fait. C'est ça, je suis un peu le chef d'orchestre, ouais. On peut dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'on parle aussi peu du travail qui est fait en amont de la saison, mais les équipes permanentes sont aussi occupées tout l'été à du travail de maintenance obligatoire, par exemple sur les remontées mécaniques, qui est un secteur qui est extrêmement réglementé, sur lequel on a des comptes à rendre puisqu'on dépend du ministère des Transports et qu'on est un transport public, donc il y a énormément de vérifications à faire sur les remontées, ce qui occupe une grande partie des équipes. Il y a tout ce travail de préparation avant qu'on appuie sur le bouton, comme on dit, et que la saison commence. Et puis après, en saison, c'est la coordination d'équipes qui travaillent le jour, que les clients voient. Et puis il y a ceux aussi qui travaillent la nuit, comme les équipes de damage, qui interviennent dans l'ombre. Oui, quand la station est fermée au public. C'est ça, oui. Une fois que les pistes sont refermées, il y a les équipes aussi qui produisent la neige de culture qui interviennent. Donc Apio, c'est une équipe qui est toute petite, puisque la station a le grand avantage de bénéficier d'un très bon enneigement naturel. Parce qu'elle est bien placée. Oui, c'est une station qui est en haute altitude, puisque le domaine est entre 2600 mètres d'altitude et 1850. Et c'est le plus haut, même le point culminant de station, c'est le point culminant le plus haut d'une station pyrénéenne. C'est la station la plus haute des Pyrénées, tout à fait. Et puis le fait d'être placé en crête frontière fait qu'on bénéficie d'une météorologie un peu particulière. Le domaine aussi est exposé plein nord, donc l'enneigement se garde plus facilement. C'est moins bien pour bronzer, mais par contre c'est mieux pour bien conserver la neige. Il y a moins de vent, du coup, la neige reste. Ouais, il y a aussi moins de vent, et puis surtout, elles fond moins vite, puisque comme elle est exposée nord, elle passe à l'ombre plus rapidement, et donc elle se conserve mieux. En fait, dans votre présentation générale, je rebondis sur quelques-uns de vos propos, car vous avez un petit peu répondu en avance à ma prochaine question. C'est de dire que c'est à cause de la saison, donc là en ce moment nous sommes en hiver au moment où nous parlons, et là toute votre équipe est sur le terrain, c'est un peu le rush permanent au quotidien. On s'imagine très bien comment vivent vos salariés tous les jours, même vous, donc l'accueil, la logistique, la sécurité, et de là à dire que finalement, après le reste de la saison, on se pose souvent la question de mais qu'est-ce qu'ils font le reste de la saison? Bon, déjà, il y a moins de personnes, vu qu'il y a 36 permanents, mais d'après ce que vous avez dit, ils ne passent pas le printemps et l'été à se rouler les pouces. Non, du tout, c'est vrai qu'il y a... C'est un travail qui est assez intéressant parce qu'il y a deux temps. C'est vrai, vous l'avez dit, le stress de l'hiver, l'exploitation, on est dans le rush permanent, tout le monde court dans tous les sens et il faut parer au plus urgent. Et puis il y a l'été où le rythme de travail est totalement différent avec, je le disais, donc une partie remontée mécanique très lourde sur toute la maintenance des installations. Il y a une équipe aussi qui est dédiée à tout ce qui est... travail sur les pistes, avec par exemple le réengazonnement, l'installation de signalétique, de barrières avant, qui sont des systèmes qui nous permettent l'hiver de mieux stocker la neige. Donc il y a ce travail d'implantation. On remodèle aussi parfois les petits morceaux de piste qui nous paraissent le nécessiter, soit en termes de sécurité ou en termes justement de facilitation de l'enneigement. Donc vous, par exemple, c'est vraiment hors saison, quand il n'y a plus de neige, on peut vous imaginer facilement randonner dans la station et analyser là où il faut arranger les choses, où il faut être attentif, où il faut placer une signalisation. C'est un peu ça votre métier ? Pas tout à fait. Mon métier, ça va plus être de coordonner vraiment les travaux, mais effectivement, vous avez raison, sur les pistes d'amélioration, on va relever pendant l'hiver les points entre guillemets critiques ou sensibles, et puis sur lequel on va réfléchir à des aménagements pour l'été. Donc c'est un travail qui se fait en grande partie sur le terrain, et puis après il y a j'allais dire un gros travail de planification du travail, puisqu'on a toujours cette échéance, il faut être prêt
pour le début du mois de novembre pour la saison suivante. Donc il y a quand même un gros travail de planification et de vérification qu'on ne dérape pas sur les délais parce qu'on a toujours cette date butoir. C'est un peu la date vraiment comme si on imagine un peu un couperet à la fin ou un défi à accomplir parce que quand même la saison d'hiver, vous allez peut-être me corriger, mais c'est ce qui fait votre chiffre. C'est tout à fait. C'est ce qui fait notre chiffre, c'est ce qui fait l'intégralité du chiffre d'affaires. Donc tout se joue sur 5 mois, d'où les enjeux d'être totalement prêt en temps et en heure, et puis d'avoir su aussi mobiliser la force commerciale en amont, puisque j'en ai pas parlé, mais il y a toute une partie des équipes qui travaillent l'été. C'est redéfinition de la grille tarifaire, c'est tout le travail sur le plan de communication, les salons. Donc il y a tout un volet commercial aussi qui occupe une partie des équipes en dehors de la saison d'hiver. Parce que c'est un travail que vous devez renouveler tous les ans et qui est du défi, parce que même avant votre arrivée, il faut le reconnaître, cette station Puy-en-Galie, malgré les qualités qu'elle peut présenter à des skieurs, elle a connu elle a eu le revers de la concurrence. Je dis par exemple, votre station a souffert indirectement de l'installation des télécabines de Saint-Lary, qui est une station voisine. Et donc, oui, ça fait quand il y a un meilleur aménagement à côté, les skieurs vont à côté. Donc du coup, vous avez dû redoubler d'efforts. Vous, à votre arrivée, puis encore aujourd'hui, vous avez dû redoubler d'efforts pour réintéresser, rappeler les skieurs, les inciter à venir chez vous. Tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sur les défaillances du voisin, il faut vivre sur ses qualités. Et donc l'exemple que vous citez est un exemple intéressant pour Pio, puisque effectivement ça a un peu perturbé le flux de clientèle venant de la vallée, et donc ça a obligé les équipes de Pio-en-Galie à repenser un peu sa politique marketing différemment et à se tourner notamment sur le versant espagnol, puisque Pio, je vous le disais, est à la frontière espagnole, et que de l'autre côté, dans la vallée correspondante, qui est la vallée de Bielsa, il n'y a pas de station de sport d'hiver. Beaucoup de personnes savent qu'en Espagne, il n'y a pas forcément beaucoup de stations, sinon elles sont très chères, donc ce qui explique une bonne présence de skieurs espagnols sur le versant français. Tout à fait. Et donc c'était pour Puy-en-Galie une opportunité de se repositionner fortement sur le marché espagnol, et puis donc de venir, conquérir une clientèle sur laquelle on ne s'était pas vraiment penché jusque-là. Et donc maintenant devenir bilingue. Tout à fait. Et donc, on a aujourd'hui des salariés espagnols sur le domaine skiable, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Donc, c'est vraiment un choix stratégique à la fois marketing et puis aussi en termes de ressources humaines que de se positionner sur ce marché-là. Donc, le choix marketing qui est en ce moment en place pour cette saison et puis, je suppose, pour les saisons suivantes. Tout à fait, c'est un travail de longue haleine, et puis qui nous a aussi obligés à se reposer les bonnes questions sur qu'est-ce qui fait la spécificité de Pio, quels sont ses atouts réels. Et donc c'était aussi un travail intéressant pour les équipes marketing que de se reposer les fondamentaux pour essayer d'aller chercher de nouveaux clients. Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes avec Blandine Vernardet, la directrice de la station de ski de Puy-en-Galie. Blandine Vernardet, pour cette deuxième partie d'émission, nous aimons aborder des questions un petit peu d'éthique et de valeur ici dans le goût d'entreprendre. Et pour cela, nous accueillons à nouveau cette semaine, car il était là la semaine dernière, le père Michel Dagras. Michel, rebonjour. Bonjour. Alors, pour rappeler à nos auditeurs qui vous êtes prêtre théologien, vous conseillez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ici en Haute-Garonne. Ah oui, vous les conseillez, c'est vrai. On appelle ça un conseiller spirituel. Conseiller spirituel avec toute la modestie qui est une qualité pour vous. Alors vous voulez commencer, vous avez écouté la première partie de cette émission, le témoignage de Blandine Vernardet, et vous voulez aborder un sujet qu'on n'avait pas abordé en première partie parce que c'était plutôt intéressant pour vous, c'est la question du statut de la station de Puy-en-Galie. Car il faut préciser que ce n'est pas une entreprise privée, il s'agit d'une société d'économie mixte, donc société publique, et on précise à nos auditeurs que Blandine Vernardet est directrice de la station, mais le président directeur général, c'est Jean Mounic, le maire de la commune d'Aragnouët. Voilà, alors bonjour madame, cette spécificité doit certainement être marqué en termes d'objectifs ou de façon de vivre, de distinction en tout cas par rapport aux autres stations qui sont, notamment celles qui sont des entreprises privées. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire sur ce sujet ? Oui, c'est vrai que
La façon dont l'entreprise aborde les choses est tout à fait liée à ce statut-là, une société d'économie mixte, vous l'avez dit. Et l'enjeu pour la station de Puangali, c'est vraiment d'être un outil de développement du territoire. Tout ce qui est investi par la commune d'Aragnouët et également la commune de Cadaillan-Trachère sur la station de Puangali est là pour servir l'économie et la vie de la Haute-Vallée d'Or. Et c'est clair que sans la station, aujourd'hui, il n'y aurait plus beaucoup d'habitants sur ce territoire. Donc il y a un vrai positionnement d'entreprise responsable avec une responsabilité, j'allais dire, en termes économiques, en termes d'emploi, qui repose sur les épaules de cet outil-là. Dans d'autres lieux, on parlerait de responsabilité sociétale des entreprises. C'est vrai. Est-ce que ça rejoint cette Oui, tout à fait, c'est le cas. Puisque ça veut dire qu'en termes d'emploi, on va essayer de privilégier à compétences égales des emplois locaux. Et puis qu'il y a un enjeu, tout ce qui est généré en termes de chiffre d'affaires par la société d'économie mixte de Puangali est réinvesti sur l'outil de travail. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc c'est vraiment... j'allais dire une politique de développement de territoire et un outil qui est au service des habitants de la Haute-Vallée d'Or. Alors dans ce rayonnement justement de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, on compte aussi l'impact sur l'environnement. Là c'est la montagne, et c'est quand même un milieu très à la fois fragile, grandiose, impressionnant. Est-ce qu'il y a aussi de ce côté-là quelque chose à dire par rapport à vos objectifs? Oui, tout à fait. Donc, la station de Puangali est certifiée sur le référentiel ISO 14001, donc en matière environnementale et en matière de qualité aussi et de sécurité. Et vous l'avez dit, c'est vrai, la particularité, c'est qu'on utilise la montagne comme notre matière première et en même temps, il nous faut la préserver pour la faire durer. Donc, ça nous oblige à réfléchir sur les équipes, par exemple, de Pio en matière de damage sur l'optimisation des choses, en matière de consommation d'eau, de consommation énergétique. On travaille collectivement avec les stations ENP sur ces thématiques-là pour essayer d'amoindrir notre impact et pour essayer de préserver notre outil de travail. Voilà, vous dites outil de travail, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter aussi ou dire d'une façon différente une réalité qui vous est confiée? C'est vrai, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc là, on touche un point très important de la problématique des entreprises aujourd'hui dans l'environnement dans lequel elles travaillent. C'est ça. Mais j'aurais une autre question à vous poser. Vous avez parlé d'une composante de votre personnel qui venait d'Espagne. Donc ça vous fait devant un personnel international finalement. Hein. C'est ces deux composantes, langues différentes, cultures différentes. Comment ça se passe là? Est-ce qu'il y a des choses à dire alors d'un point de vue beaucoup plus humain ou de management? Je ne sais pas trop par quel biais le prendre. Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'on recrute du personnel espagnol et aujourd'hui je pense que sur l'ensemble des salariés on doit avoir une petite dizaine de salariés espagnols. Et je pense que ça a contribué à apporter un vrai plus à l'ensemble des équipes. En matière de management, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de particularité. Ils sont très simples, on va dire, à gérer, avec toujours une espèce de bonne humeur et de joie de vivre qui est plutôt un aspect culturel, qui a apporté, j'allais dire, un nouveau souffle aux équipes en place. Et on est aujourd'hui sur une dynamique très positive et je suis très heureuse que ça ait fonctionné comme ça. Mais vraiment là, ça repense également toute cette région, la chaîne des Pyrénées au niveau du ski. Là, il n'y a plus de frontières en fait. C'est maintenant vous êtes à la fois axé sur la clientèle qui vient du versant nord, mais aussi du versant sud. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas il y a 5, 6, Non, peut-être, du tout, ouais, vous avez raison. On était vraiment tourné sur la partie française, comme si on était dos au mur, et le mur qui constituait le domaine skiable, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une vision panoramique, on va dire, en regardant des deux côtés sur les vallées, et ça se traduit aussi par une collaboration au niveau politique entre les communes sur ce territoire-là. Et tout ça, ça fait un ensemble finalement très positif, très agréable à entendre, certainement à vivre. Mais au passage, tout à l'heure, vous avez parlé de situations compliquées devant lesquelles vous étiez peut-être un peu préparé en fonction du temps de voyage sabbatique que vous avez fait en amont. C'est intéressant d'entendre parler de situations plus compliquées, alors que jusqu'à présent, on est dans la joie de vivre avec cet apport ibérique, dans cette beauté de la montagne, avec ce
ce fonctionnement pour le domaine public, etc. Alors les situations compliquées, là, comment vous faites là? Pour illustrer la question de Michel, c'est qu'en plus de la concurrence, il y a également le facteur qu'on n'a pas vraiment abordé, mais auquel tout le monde est assez conscient, c'est le facteur météo. C'est qu'au fil des ans, une année peut être bonne et une autre beaucoup moins. C'est ça. Donc c'est vrai que la particularité d'un domaine skiable, c'est qu'il vend du plaisir, il vend du bonheur. Je pense que les gens qui y travaillent ont aussi ce plaisir à y être, parce qu'on est dans la montagne, dans un environnement superbe. Maintenant, on est confronté à des situations qui peuvent être compliquées, et notamment en termes météorologiques. C'est vrai que je repense à la saison dernière, par exemple sur Pyongyang, où en un mois, on a pris plus de 10 mètres de neige en cumulé. Donc ça suppose un gros stress pour gérer la situation et faire en sorte qu'on reste en situation normale pour les clients. Et c'est un équilibre fragile à trouver entre trop et pas assez de neige. C'est ça, et sur lequel on ne peut rien. Donc il faut savoir jouer avec les éléments. Et puis on est parfois confronté à des situations entre guillemets un peu de crise, où il faut gérer une situation météorologique qui peut engendrer du stress pour les clients, puisque nous, si on est confronté et on est habitué à la tempête de neige, les clients ne le sont pas. Donc c'est dans cette situation où il faut arriver à faire que tout se coordonne, qu'on soit bien présent pour rassurer et être, que voilà, le fait d'être parti en voyage, d'avoir pu, j'allais dire, traverser des situations parfois difficiles sur lesquelles il faut prendre sur soi. Bon, voilà, on arrive à prendre un peu de recul, à se détacher du présent pour réanalyser les choses correctement, les poser et du coup passer une situation qui pouvait être critique, passer le cap plus facilement et surtout aider les équipes à passer le cap plus facilement. Voilà, ce serait une dernière précision sur cette question au moins. On voit bien la clientèle un peu perturbée, et peut-être beaucoup par ces situations météorologiques, mais la gestion du personnel dans ces cas-là, qui lui aussi doit être touché par cette difficulté. Ça doit être le climat est peut-être un peu plus tendu. C'est ça. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à dédramatiser et à faire retomber la pression. Il y a des réunions là, vous leur parlez. Voilà, oui, on fait des réunions d'équipe pour expliquer ce qui va se passer, ce qui est mis en place pour leur sécurité à eux et ce qui est mis en place pour les clients. Le but, voilà, c'est d'informer du mieux possible et puis de faire en sorte que chacun, j'allais dire, prenne sa mission à bras-le-corps sans se rajouter du stress là où il n'y a pas lieu. Donc arriver à discuter, expliquer ce qui est mis en place, c'est des choses importantes dans ces situations-là. Et vous avez parlé d'amour de la montagne. Bon, on est plusieurs à partager cet amour ici, certainement autour de ces micros, mais à travers ce que vous dites, tant par rapport au paysage lui-même, à la réalité montagne, qu'au personnel qui travaille et à tous ceux qui en bénéficient, j'ai l'impression d'avoir écouté quelques palettes de cet amour. Merci. Eh bien, nous en restons à cette conclusion. Merci à vous, Blandine Vernardet, d'être venue chez nous dans Le Goût d'entreprendre. Je rappelle que vous êtes la directrice de la station de Pyongyang. C'est à Aragnuet, dans les Hautes-Pyrénées. Et une toute dernière question, oui ou non, est-il vrai que votre conjoint est apiculteur ? C'est vrai. Apiculteur en montagne. Une différence de métier, mais qui rejoint cet amour commun que vous avez pour cet environnement. Tout à fait. On vit tous les deux dans la montagne, pour la montagne et avec la montagne. Eh bien, bonne continuation à vous, à votre conjoint et à toute votre équipe. Et très bonne fin de saison, donc d'hiver 2014. Merci. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.